Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 25e épisode de Tour Zéro. Cette semaine, je suis accompagné du bon croissant, de la bonne Hello. viennoiserie. On va parler. Voilà, je l'assassine dès le début avec une petite vanne comme ça, là. Hop là, petit taquet. C'est gentil. Non, cette semaine, comme on est tous les deux, qu'on est tranquille, qu'on enregistre cet épisode à un moment où toute la hype sur Outsiders n'est pas encore là, parce qu'on est en début de semaine, et que à la fin de la semaine, ça va pré-release bien sale, mais en attendant, bah, on, on enregistre tranquillou, quoi. Du coup, on va vous parler de l'actualité, des quelques petites choses hors Outsiders qui ont eu lieu ces derniers temps, de notre semaine, et probablement une discussion sur les jolies cartes que sont les fables, et ce qu'on en fait ou ce qu'on n'en fait pas. Voilà. Pour commencer, mon cher Croissant, est-ce que ça va? Ça va, je suis un peu fatigué. Euh, Alors, Bizarrement, le taf me manque. ah Parce que ouais. pour ceux Ça, qui, c'est parce que tu joues à TFT toute la journée, surtout, là. c'est possible, c'est épuisant. Mais Deuxième non, paquet. je prends cher. Le... Non, ouais, le taf me manque. Là enfin, comme j'ai un contrat en 24 heures, je bosse pas tous les jours. Et là, du coup, j'ai eu 3 jours où je faisais rien et ça commençait à me manquer de ne pas aller au taf. Et en vrai, je suis un peu dans un entre-deux sur le jeu parce que bah, déjà, j'ai moins le temps de jouer. Et il n'y a pas forcément trop d'events actuellement parce que je ne sais pas encore si je vais pouvoir aller au calling d'Anvers et à tous ces trucs-là. Du coup, on va dire que j'ai un peu une motivation en baisse, entre guillemets. Et en plus, il y a pas mal de choses qui me hype à tester pour Outsiders. Mais du coup, bah, on n'a pas encore accès à ces choses-là pour le Blitz ou le construit, pour les armories et tout ça. Du coup, ouais, je joue un peu moins que pendant une période. Bon, le jeu continue de me plaire, ça reste très bien, mais voilà, je suis plus à 1 à 2 armories par semaine, là où à un moment j'étais entre 3 et 4. Ouais, tu lèves un peu le pied, Euh, quoi. du coup, Après, tu voilà, sais, je chill. en habitué des TCG que je suis, il y a un truc que j'ai remarqué, que j'appelle le blues pré-édition. Qui est Ouais. que bah, actuellement, quand tu as un TCG qui sort, tu as toujours des avant-premières, des cartes qui sont révélées en avance, Mm. et tu connais l'édition avant qu'elle sorte. Du coup, Ouais. tu as envie de jouer les cartes de l'édition avant qu'elle sorte. Et du coup, tu as cette espèce de moment de flottement où t'as pas envie de jouer au jeu en l'état, parce que tu sais que ça va changer, et en même Ouais. temps, tu as envie de jouer avec les nouvelles cartes, mais Euh, tu peux pas parce qu'elles sont pas sorties. Et du coup, cette espèce de moment de flottement un peu bizarre, bah, je le ressens aussi beaucoup sur d'autres jeux. Et, en vrai, je suis sûr que ce serait intéressant à théoriser et à voir s'il était possible de le réduire le plus possible. mm. Parce que, genre, je sais pas. Mais Bah, ok. en plus, enfin, pour moi, il y a le contexte en plus que j'attends vraiment beaucoup de choses d'Outsiders, mine de rien. Je Ouais, sais oui, bah oui, que t'as beaucoup d'envie. c'est Moi, ça, c'est je plus sais léger. que spoiler alerte pour ceux qui ne veulent pas. D'ailleurs, s'il y a des gens qui, quand cet épisode sort, ne sont pas allés à des avant-premières et veulent attendre la date de sortie officielle pour connaître le set, ce qu'on respecte. Attention, on essayera de le dire, mais globalement, il va y avoir des moments dans cet épisode où on va parler de choses Ouais, d'Outsiders, clairement. puisque c'est dans l'actualité. Donc voilà, on ne pourra pas forcément se rappeler et prévenir avec un spoiler avant à chaque fois. Donc, j'essaye de prévenir maintenant. Et voilà. Du coup, bah, comme on en parlait, en fait, tu vois, toi, tu m'as dit actuellement, tu es beaucoup sur Dromai, surtout en construit. Et Ouais, tu te remets à jouer un peu Canyon Blitz, tu vas en parler après, je suppose. Mais du coup, c'est deux ouais. decks qui ne vont pas vraiment Bah ouais. changer ou gagner grand-chose avec Outsiders, puisque même s'il y a Mhm. des génériques, il n'y a pas ces classes-là. Là où moi, j'adore Azalea, elle est dans le set. Je me Ouais. suis mis un peu à Katsu récemment et à Benji, ils sont Du dans le coup, bah, les set. trucs de ninja. Ouais. Voilà, Assassin, c'est une classe aussi Après, qui ne me déplaît pas. Donc, tout le set me parle et m'amène des cartes que j'ai envie d'explorer, que ce soit en mhm. limité, en blitz ou en construit. Et du coup, effectivement, bah, là, j'ai un peu ce côté.
hein, Mais, ouais, je connais. ouais, T'as pas envie de jouer avec les jouets que t'as actuellement, tu veux mon ceux deck il va d'après là. changer dans 2 semaines ou quoi. Tu veux Du que coup, Noël arrive, tu veux aller à c'est Jouer un peu Club ça. pour acheter des bouts de carton. Let's go. C'est un peu ça. Mais voilà, donc je crois que j'ai quand même fait 1 ou 2 tournois la semaine dernière. Heu, j'ai dû faire le Blitz de play-in le jeudi, et je sais plus si j'ai fait autre chose. Mais en tout cas, Mm. voilà, j'ai dû faire 1 ou 2 tournois la semaine dernière et c'est pas super bien passé. J'ai essayé de jouer un truc, autre que d'habitude. Je crois que j'ai fait genre 1-3, voilà. C'est pas fou pour toi en ce moment, hein? Ouais, Ouais, flemme. c'est non, mais j'essaye de jouer autre chose, genre, j'essaye de changer un peu de deck, de pas jouer tout le temps Cano parce que alors j'ai encore eu la discussion avec des gens dans dans la commu, la semaine dernière, mais, je sais que je peux frustrer des gens avec le deck, et du coup, bah, je préfère, me frustrer un peu moi que de frustrer les gens et en même temps, je sais que c'est complètement bête et que si j'ai envie de jouer Cano, bah, enfin, je vais pas m'empêcher pour des gens. Mais du coup, bah, ça contribue à cet entre-deux un peu de, je cherche des decks qui me font plaisir et qui me donnent envie de jouer, Mm. qui ne soient pas Cano et bah, comme par ailleurs le Blitz, c'est un format qui, qu'on le veuille ou non, qu'il ait ses intérêts ou non, est très déséquilibré quand même, hein. Ah ouais. Heu, c'est un peu compliqué de enfin, je trouve que c'est un peu compliqué de tenter d'innover et de jouer des trucs qui sont pas méta dedans et de s'amuser parce que tu vas juste tomber contre un mauvais match-up et te faire poutrer, tu vas pas jouer la game, tu vas tomber Mm. contre du Chain ou du Kassai qui vont juste te rouler dessus parce qu'ils sont meilleurs et bah, c'est pas vraiment un aspect fun du jeu, quoi. Ouais, Donc non, voilà, clairement. j'explore tout C'est ça, pour ça que, on verra au ce que lieu ça de donne. subir les déséquilibres de la méta, je les inflige là. Ah ouais, voilà, toi, qu'est-ce que ça donne? Je sais que ça fait Bah moi, en vrai, 2 ou ma 3 semaines que semaine, tu t'es remis à jouer un truc là? ouais, bah en vrai, je l'avais déjà dit dans les épisodes précédents, mais je joue Cano en Blitz en ce moment. J'ai pas trop l'occasion de faire des tournois, genre des armories en semaine, parce que je suis très impacté en termes de transport par les grèves qui ont lieu en région Mmh. parisienne. Du coup, j'ai pas l'occasion d'aller en armorie sans devoir prendre un Uber pour rentrer. Mais Ce du qui coup, pas ce forcément très dimanche, value. ouais, non, pas ouf. Mais du coup, ce dimanche, j'ai initié mon frère qui voulait se mettre au jeu. Euh, du coup, je lui ai acheté plein de cartes de mécano et on a été faire un tournoi. Et c'était un tournoi à Uchronie, on était 14, il me semble. Ou peut-être un peu moins, je sais plus. Bon, on a fait 4 rondes. Ouais, bon. C'était un petit tournoi de Blitz avec un empereur Cold Foil à gagner, qui est dans mon classeur là-bas, puisque du coup, bah, spoiler, j'ai gagné. Du coup, j'ai joué Cano et c'était bien marrant. Ronde 1, il fallait que je tombe contre mon frère. Du coup, bah, normalement, le match-up Dash Kano, c'est un match-up défavorable pour Kano. Parce que bah, Dash, ça tape vite et fort et ça peut garder les bleus. Mais j'ai une bonne sortie et mon frère une sortie pas ouf. Donc j'ai gagné. Ensuite, j'ai perdu contre Kassai. Ensuite, j'ai gagné contre. Contre quoi j'ai gagné? Islander. Ouais, mais ça, c'était en finale. C'était la Ah, finale que j'ai gagné contre Islander. Non, j'ai dû affronter Faye? Non, attends. Oh, je sais plus. J'ai affronté d'autres match-up en ce que moment, j'ai il y a pas gagné. mal de ninjas, dans la commune parisienne en Blitz. Beaucoup de gens qui Ouais, se sont mais. emmenés des rats, des failles et tout. Ah Donc, ouais, oui, c'est ça, j'ai battu Ira. Ouais, c'est ça, j'ai battu Ira. Ira, d'ailleurs, qui était un match assez scandaleux. Parce que mon adversaire commence tour 1 avec un Nourishing Emptiness. En réponse, je lui mets 10. Et tour 2, il bouge le petit doigt. Et en réponse, je le gratte assez salement. Et il perd parce que il est genre à 3 points de vie et j'ai 2 cartes en main. Et du coup, il peut pas vraiment se défendre. Euh, la quatrième ronde, j'ai oublié qui est-ce que j'ai affronté. Mais c'est pas très important. En, tu gagné. en demi-finale, du coup, j'ai réaffronté la Kassai qui m'avait vaincu en ronde. Mais que j'ai gagné cette fois-ci, parce que mon adversaire, à la première partie qu'on a fait, a eu un très bon tour 1, suivi d'un tour avec Kashin que je pouvais pas vraiment punir. Alors que là, du coup, il a eu un premier tour moyen. Et son tour avec Kashin, j'ai pu le punir dans la foulée parce que j'avais un bon arsenal. Et en finale, du coup,
j'ai affronté Islander. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que quand même je joue Kano depuis un certain temps, j'ai plus de connaissances sur mon propre deck que j'en ai sur les match-up avec le deck. Du coup, mon adversaire qui joue Islander pose le héros sur la table, et là je me pose et je fais je n'ai aucune idée du plan à avoir contre Islander. Je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis en mode, bah à un moment il va faire des Fiendal Fighting Spirit, donc il va pitcher toute sa main, donc là je pourrais peut-être le punir. Bon bah on va faire ça. Donc mon plan ça a été pas mourir, et espérer qu'à un moment j'ai une ouverture, et bah ça a payé. Un moment j'ai une ouverture, qu'il a pitché pour jouer un gros Fiendal rouge, et j'ai fait bah en réponse au gain de points de vie, je te mets 25. Voilà, allez. Du coup j'ai gagné un empereur. C'était bien marrant. J'étais C'est sûr. surtout content d'initier mon frère au jeu, qui maintenant veut venir faire des tournois et tout. Voilà, c'était cool. Et du coup, sans transition, mais avec une transition, on va pouvoir passer aux divers sujets qu'on voudrait Alors, aborder. Non, je, ouais, vas-y. je te propose, si ça te va, je sais que normalement c'est toi plutôt qui fais les transitions, parce qu'en plus, comme on en a parlé juste avant de commencer à enregistrer, tu as a priori l'esprit beaucoup plus J'ai clair que à moi peu près sur un peu. l'agencement. Ouais, j'ai à peu près une idée. Mais comme j'ai parlé du déséquilibre en blitz, et Ouais, que ça m'a fait penser à des choses que j'ai à dire sur l'article que je ouais, mets au moment de cet enregistrement hier, sur la ban announcement qui devait arriver le 20 mars et qui est arrivé du coup le 13, hier. si je dis pas de Ouais, hier. bêtises. Est-ce que ça te va si on commence par parler de ça un petit peu et qu'après on Ah ouais, je enchaîne comptais, je tranquillement comptais parler sur de les ça en fables? premier. Et bah parfait. Je comptais parler de ça en premier. Mais du coup, je vais vous lire la banlist. Vous allez voir, ça va aller très très vite, hein. Alors, la banlist, bah alors il y a un habituel blabla sur blablabla, ils pensaient la faire plus tard, mais en fait ils la font maintenant. En Classic Blablabla, Constructed, no change. En voilà. Blitz, no change. Voilà. Conclusion, il n'y a pas No vraiment de change. banlist. Enfin si, si, la banlist c'est, ils Qu'il n'y a disent, pas de on est, changement. on est content de ce qu'on a fait, on estime qu'en construit surtout, il n'est pas nécessaire de faire plus, et on attend Outsiders pour voir à quel point ça va être le bordel. Et en Blitz, ils ont maintenu le même truc que précédemment, c'est on n'a pas assez de données pour déterminer si des cartes mériteraient d'être bannies ou unban, donc bah on laisse tel quel. Voilà. Alors, moi, il y a deux, trois choses que je trouve intéressantes là-dessus. La première chose, c'est un truc qui, je pense, est pertinent quand même, c'est que les prochains événements qu'on aura en Blitz, c'est les skirmishes début avril. Ouais. Mais c'est indiqué Et dans le on a, ban, dans ouais, l'announcement. Ils justement, disent en fait on attend on les a un skirmish announcement quoi. juste avant. Bah, il me semble qu'on a un Ouais. announcement juste T'es avant. sûr? Attends, je vais relire. Euh, je crois qu'il est supposé être juste avant. Justement en mode, on Ah va ouais, essayer ouais, t'as raison. de. Attends. Non, bah non, justement. Parce qu'en fait, la saison de skirmish, elle a lieu du 8 avril au 23. Et la prochaine annonce de ban, elle est le 4 mai. Donc Ah, la d'accord, et banlist bah autant tombera pour moi alors. littéralement juste après les skirmish. Je pense justement, Ah, ils attendent les skirmish pour avoir la data, pour éventuellement faire des changements. ok, Parce qu'ils bah auront de la data. j'allais dire des trucs bien, mais du coup je vais commencer par des trucs pas bien sur ce Ah ça y est, changement. il râle. Oh non, C'est de la merde. c'est En de la fait, merde. C'est de la merde. Il faut ban Stormstriders. oui, oui. En En fait, vrai un peu. je pense que ils comptent trop sur le fait que, bah, déjà, je pense qu'ils ont effectivement peu de data parce que, bah, il y a pas de calling, il y a pas de trucs comme ça. Il y a rien Mais quoi. genre, il y a eu 4 Battle Node récemment, ou 3, 2 gagnés par Kano avec Kano en finale et un gagné par Ultim. Hem, je pense que à haut niveau, quand les gens savent jouer Kano et que Kano est joué correctement, c'est le meilleur deck en Blitz et je pense que c'est d'assez loin, même si Ouais, le deck ouais, a des contres évidemment. ouais, Je bien pense sûr. qu'il y a vraiment un Bah, en assez fait, gros gap entre je Kano crois et le qu'en vrai, reste. le gros contre de Kano, c'est le joueur qui joue Kano, hein. Parce que la réalité, c'est qu'un Ouais. Kano parfaitement maîtrisé, c'est. Enfin, genre, je pense que Non, mais après, tu as des c'est. match-ups plus difficiles, tu vois. Bon, déjà, tu peux te faire roll par des Mais Reinhardt. mais Et même des match-ups contre difficiles, Chain et en fait, Dash, par exemple. tu peux Contre... faire des bizarreries. Ah, mais c'est sûr. Mais contre Mm. Chain et Dash, par exemple, normalement, tu n'es pas censé avoir un super bon win rate non plus. Mais Ouais. effectivement, moi, ça fait plusieurs semaines que je le dis. Je pense que Kano, c'est le meilleur deck en Blitz. Je pense qu'il compte, du coup, enfin, je suppose qu'il compte sur le fait que peu de gens savent jouer Kano à un très bon niveau. Et que pour des événements locaux comme des skirmishes, c'est pas grave.
Mais tu vois, en Heu, fait, le raisonnement est OK en vrai, parce que regarde, ouais, non mais si si tu sais qu'il y a pas de gros events en blitz et que ça reste le format des skirmishes, ça reste, le format des armories, du kitchen fab et tout, bah, les gens bouitent avec Kano, mais je suis pas sûr que tu puisses fondamentalement changer quelque chose dans le deck pour enlever ce qui serait apparenté à l'expérience frustrante d'affronter Kano. Parce qu'en fait, ce que les gens aiment pas quand ils affrontent Kano, c'est qu'il fait des dégâts d'arcane et qu'il joue pendant ton tour. Alors tu pourrais enlever Stormstriders, mais genre, alors, dans ce sens-là, il faudrait enlever presque tout le héros, quoi. bah, le Allez, truc, Kano c'est Living que Legend. je pense que déjà, si tu bannes Striders, t'as moins ce sentiment-là parce que Kano a moins l'opportunité de le Ouais, faire il, et il a moins le côté de genre, ah bah en réponse t'es mort. c'est ça. Mais je pense, là où je trouve que c'est dommage, c'est que les communes dans lesquelles des gens vont faire des skirmishes en blitz et dans lesquelles il y a un bon Kano et qui vient, enfin que le joueur ou la joueuse vient avec Kano et avec l'intention de gagner, c'est fort possible que le Kano gagne. Hmm, Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, il y a plein d'endroits et je m'attends d'ailleurs à ce que Kano soit pas forcément le deck qui gagne le plus de skirmish overall. hmm, hmm. Mais il y a plein d'endroits où juste Kano va venir et il y aura pas grand chose à faire pour les autres joueurs Et moi, ça m'avait pour fait ça. l'empêcher. J'avais, C'est un peu j'avais eu dommage, je ce, trouve. j'avais eu cette sensation sur la saison de skirmish précédente où Wildfire et Stormstriders étaient légales et Et- où j'avais gagné un skirmish, mais Mhm. j'étais en mode, bah en fait le jeu est facile parce que du Oui, mais coup oui. j'ai juste à déployer mon plan de jeu et je suis Mhm. sûr de gagner. Et genre, bah à la fin j'étais en mode, bah en vrai, ouais le deck il m'a carry quoi. Enfin soyons honnêtes, à un moment, Kano m'a carry. Mais, mais du coup, ouais, pour finir mon point sur le Blitz, je pense que c'est dommage qu'ils aient pas fait de changement parce que je pense qu'il y a de plus en plus de joueurs et de joueuses qui considèrent que le format n'est pas équilibré. Après, comment tu peux l'équilibrer, c'est compliqué à dire parce Mhm. que c'est assez profond le déséquilibre. Je pense que, enfin, même dans le fait que les cartes fassent le même point de dégâts alors qu'on a moitié moins d'aspect, c'est un Je pense potentiel qu'il est problème. là, hein, le déséquilibre. Tu sais, Je genre pense j'ai que voilà, réfléchi l'autre le jour. déséquilibre il est potentiellement là, mais c'est vrai L'autre jour, que j'ai réfléchi à genre Crippling Crush. J'ai fait. Mais en vrai, en blitz, c'est ouais, littéralement un petit peu plus de la moitié des points de vie de mon ouais. adversaire en fait. Genre, c'est beaucoup quand même. Et du coup, il y a des mécaniques et des choses qui fonctionnent mieux en blitz. Donc c'est un peu dommage. Après, je pense que là où il y a un point positif pour le blitz, c'est qu'il y a beaucoup de decks qui se counter et je pense qu'il y a des match-ups qui sont plus polarisés que ce qu'on peut avoir en construit. Du coup, c'est à Bah, la je fois un pense point que pour moi, positif parce que c'est. du coup, c'est plus dur pour un deck de venir et de tout gagner Hmm. et à la fois, c'est Et en aussi même temps, négatif parce que du coup, en termes ouais. d'expérience pour les joueurs, c'est un peu dommage. Bah, en Mais fait, ce qui est dommage, c'est que des fois, on a un peu l'impression qu'il y a des decks où, genre par exemple, mon frère qui joue Dash Boost, du coup en Blitz, c'est le truc que je vais monter. Et je lui ai dit, bah honnêtement, si tu tombes contre un gardien ou contre un héros qui peut te bloquer correctement, bah ça va être la galère. Genre, tu vas mmh, douiller très très fort en fait. Et, euh, ouais. et je trouve ça dommage que il n'y ait même pas vraiment de possibilité pour lui de s'ajuster, de déployer une stratégie un petit peu différente, etc. etc. Et ce côté ultra polarisé, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'affectionne pas le Blitz plus que ça, Mmh. parce que, bah genre, déjà que je trouve que Dromai c'est polarisé en construit, mais alors en Blitz c'est pire en fait, et c'est la raison pour laquelle je la joue pas en Blitz du coup. Ouais, non, mais en blitz, voilà. Après, je sais Mais, pas comment ça pourrait se régler, donc hmm. enfin, j'ai pas envie de critiquer pour critiquer non plus, Hmm. Après, mais après, voilà. tu vois, Je moi pense que je le fait l'entends pas qu'il y ait comme une pas de critique. changement en blitz, c'est Mais en même temps, je comprends aussi leur point de vue qui est de dire on n'a pas on de va pas data, faire hein. un changement à l'aveugle en fait. Parce que le Oui, fait est d'accord, que d'accord. le fait est que tu peux difficilement te baser sur deux Battle Hardnet pour déterminer. En fait, c'est genre les Battle Hardnet, c'est une population qui correspond pas au commun des joueurs de Blitz. Mmh, Du coup, bah, je suis pas sûr que ce soit adéquat de se baser sur. Alors qu'à l'inverse, les skirmish, ce sera que des événements locaux à mmh. 15-20 joueurs, peut-être un petit peu plus dans les gros skirmish. Et là, bah là, oui, là, du coup, t'as de la donnée locale. Bah, C'est pour le bon. coup, là où je te rejoins totalement, c'est que si à la sortie des skirmish et de leur bad announcement, le 4 mai, ils font
une bonne banlist en blitz basée sur les résultats des skirmishes qui tentent, voire qui arrivent à rééquilibrer un peu le format et à remettre un peu de fun dedans et tout ça, Moi, ce serait super cool. je Ce pense serait que je super pense cool. que je suis pas sûr que qu'ils arrivent à régler tous les problèmes du blitz Non, d'un je pense pas claquement non de plus. doigts, mais je pense qu'ils ont moyen d'arranger les choses Mmh. et d'équilibrer un petit peu certains Et trucs. ce serait cool, ce serait cool. Bah oui, ce serait fort sympathique. Bah, surtout parce que l'essentiel des armoiries à Paris sont en blitz, donc si l'essentiel des armoiries parisiennes sont dans un format qu'on n'apprécie pas, dommage. Alors là, ça va Mais peut-être bouger un peu, mais là, ça va bouger parce qu'il y a des gens il y a des boutiques qui vont il se va y mettre à avoir faire des du drafts draft, et tout. Mmh. ce qui me réjouit très fortement. Oui, le Euh, draft. D'ailleurs, en vrai, je pense au draft parce que je pense aux armoiries. Euh, à moins que tu aies quelque chose de plus à rajouter sur la bonne liste. Alors, j'ai juste un point, mais qui cette Vas-y. fois-ci est positif pour le construit. Ah oui. Désolé, j'ai beaucoup parlé du blitz, mais parce que c'est un Oh, format dans t'inquiète. lequel je joue beaucoup et que je vois des déséquilibres parce que je joue Cano notamment. Mais Hmm. en construit, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié, qui je trouve est pas toujours dit dans les TCG et qui est pas toujours, comment dire, enfin qui est pas toujours intégré par la player base. C'est quand ils disent que Hold'em, Issandr et Fai continuent à avoir beaucoup top sur la saison là de calling post-ban de Belittle et des Ice. Mais Mais ils c'est que c'est pas. disent c'est très Mais bien genre, parce que notre c'est but, ok. c'était pas de les pick Hmm. de la méta, mais de les ramener à un niveau décent et pas à un ultra niveau. Hmm. Et par ailleurs, le fait qu'ils refassent pas de ban, sachant qu'il y a Outsiders qui va arriver et qui théoriquement devrait changer les choses, c'est très bien aussi. Ils n'ont pas besoin de forcer des bans maintenant. Donc ça, c'est très bien. Mais je suis très content de voir que effectivement, l'intention des bans qu'ils ont fait, c'était pas de tuer quelque chose, mais bien de le remettre à un niveau plus acceptable et plus proche du Et, reste. Et ça, je et trouve ça positif. la réalité, c'est que depuis que Billy Little a été banni, les quelques fois où j'ai affronté un fight, j'avais moins envie de me tailler les veines. Hmm. Le fait de savoir qu'il n'y a plus d'hypothermia qui traîne, c'est très agréable. L'absence du marteau qui fait 5 de value pour 3 ressources, très agréable aussi. Et en vrai, genre, bah, de toute façon, on l'avait dit quand la banlist était tombée. On avait dit, ça va pas tuer les decks, parce que ça se voit que c'est pas le but. Mais ça va les Ouais, faire bouger suffisamment pour que l'expérience frustrante hmm, qu'on a à les affronter clairement. se dissipe un peu. Mais du Et du coup, coup, je trouve qu'ils ont très bien réussi là-dessus. c'est vrai. Et j'espère qu'Outsiders ne provoquera pas de déséquilibre majeur et qu'ils n'auront pas besoin de check un peu tout ça avant que des héros passent Living Legend. Michael Hamilton, si tu nous entends, envoie Islander dans l'oblivion, s'il te plaît. Il y Euh, aura Lexi qui va poser problème Mon post-Outsiders. homme, plus tard, plus tard. On verra ça plus tard, effectivement. Lexi, elle perd à la fatigue, ça me va. Islander, elle perd pas à la fatigue, c'est infernal. Ok. Non mais, non, ceci étant, j'ai pensé à un truc, parce qu'on parlait de l'actu, et qu'on n'y a pas pensé quand on préparait de quoi on parlerait. L'annonce est tombée des Road to Nationals, qui auront lieu un peu partout dans le monde. Je vais vous ressortir les dates, parce que j'avais vu ça... Où est-ce que je l'ai vu? Mais non, c'est dans les Retailer News. Attends, hop. Parce que du coup, c'est ça, les boutiques ont reçu un message par rapport au Road to Nationals. Du coup, je vous informe, par la présente, que les Road to Nationals auront lieu du 13 mai au 4 juin en Europe et en Angleterre. Normalement, c'est du 20 mai au 4 juin, mais ils ont modifié pour pouvoir ajuster par rapport aux divers calling et Battle Nets qui avaient lieu sur ces Sur cette dates-là. période-là en Europe. Genre, par exemple, le calling en vert, auquel probablement des gens vont aller, et qui était sur un des 3 week-ends de Road to Nationals. Du coup, voilà. Donc, si vous voulez vous inscrire au To Nationals, n'hésitez pas à vous rapprocher des boutiques qui ont la chance d'en organiser autour de chez vous. Et n'hésitez pas à aller à ces événements très cool. Mais du coup, moi, les Road to Nationals, euh, ça m'a fait me poser la question, comment est-ce qu'on va se qualifier aux nationaux cette année en France? Parce que les premiers nationaux français, c'était à l'XP 90 jours et aux places qualificatives de Road to Nationals. Celui de l'année dernière, c'était pareil, XP 90 jours et Road to Nationals. Et du coup, est-ce que cette année ce sera la même chose? Est-ce que ce sera différent? Si c'est la même chose, il va falloir que je fasse des armories, ça casse la tête. Ou que tu top Euh, 4 un RTL.
ou je top 4 un RTN, mais je Voilà. préfère partir du principe que je vais faire plein d'armories et avoir de l'XP avant de vouloir viser un top 4 un RTN. Mais du coup, voilà, je me disais que c'était une question intéressante. Genre, Mmh. je sais pas ce que je préfère. Parce que je pense pas qu'on puisse baser la. Comment dire? On peut difficilement se baser sur l'Elo en France parce qu'on manque clairement d'événements D'accord. qui modifient l'Elo. Donc je pense que l'XP sera maintenu parce que je vois pas autre chose être viable. Mais voilà, mais c'est cool. Voilà. Du coup, renseignez-vous, il y a des retours nationaux, ça va être cool. Voilà. Et en plus, ils ont révélé que le prix pour les juges, c'est une carte qui s'appelle Therion Magister of Justice. Et c'est genre prisme, mais adulte, avec une balance. Et voilà. Et ce Non, personnage mais est trop stylé. ça va probablement littéralement être un adjudicator, Ah oui, ah non, mais light. j'ai aucun doute sur le fait que Ouais. ce sera complètement illégal en blitz ou en construit Mmh. et que ce sera un héros du PF, mais juste j'aime bien l'esthétique de la carte, j'aime bien les cartes judge en général. Mmh. Je demanderai à mes judges locaux s'ils veulent pas m'en refourguer une, n'est-ce pas? Et Je vois voilà. pas de quoi tu parles. Je sais même pas, encore à quel point je vais pouvoir, judge, jouer, tout ça, à quel point j'aurai Après, les il y en a quotas d'autres, hein, des arbitres. et J'irai glaner une promo quelque part, tu vois. ouais, Euh, et du coup, l'autre actu dont je voulais parler, c'est une actu qui est assez récente. C'est, spoiler comme vous le alert, savez. Hmm. Ah ouais, spoiler spoiler alert. alert. On va parler d'une nouvelle carte. Comme vous le savez peut-être, sur Fab, il révèle toujours toute l'édition, mais ne révèle jamais la fable en avant-première. Et la fable est révélée lorsqu'un un créateur de contenu ou que les avant-premières ont lieu et qu'un joueur partage l'image sur les réseaux sociaux. Du coup, la fable a été révélée. Enfin, il y a des gens qui ont fait un opening et qui ont la chance de l'ouvrir. Et du coup, nous connaissons maintenant la fable. Je vais aller la chercher pour vous la lire. La fable est une gemme d'assassin et de ranger, qui pitch jaune, qui est légendaire, qui s'appelle Plague Hive d'ailleurs, qui est très jolie. C'est une espèce de gemme de maladie qui est un peu dégueulasse. Et elle dit, lorsque vous la pitchez, pour chaque héros adverse, vous choisissez au hasard un jeton Inertia, Frailty ou Bloodrot Pox à créer sous le contrôle de ce joueur. Et voilà. Mais du coup, ce qui est intéressant avec cette fable, c'est que lorsqu'elle a été révélée, les gens ont fait Ouah, c'est trop fort. D'autres ont fait Ouah, c'est pas bien. D'autres ont fait Ça va coûter très cher. Et du coup, la question que je te pose, Monsieur Croissant, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette fable? Réponds. C'est toi qui as la parole. Je pense que comme toutes les fables, d'un point de vue de jeu et donc pas du tout, enfin avec vraiment pas l'argument de la collection en tête, ça ne vaut pas le coup. Heu, Oui, Parce que je pense que, il y a que Heart of Fiendal et encore et Œil d'Ophidia dans certains decks et encore, qui sont vraiment justifiables par rapport à leur prix et au pourcentage de win rate qu'elles te font gagner parce qu'elles ont de l'impact dans le deck. ouais, je suis d'accord. Hem, je pense que celle-là ne va pas en faire partie. Je pense que Des, c'est du cycle de. Tu veux dire je qu'elle est plus proche de genre Korchem que de Heart of Yandal ou l'inverse? je pense qu'elle est plus proche de Korshem que de Heart of Ah Yandal oui, parce ouais, que d'accord. parce que c'est aléatoire. Si c'était pas aléatoire, Ouais, elle aurait coûté 500 balles à la sortie et elle aurait été oh là mandatory là, dans les decks. Mais ça aurait été ça aurait été un incroyable. problème. Heu, En vrai, alors je pense que du coup, ouais, c'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin d'acheter, et heureusement parce que pour moi, ça doit pas être le but, d'une fable. Maintenant, Et en ce sens-là, je trouve que c'est très réussi. alors Genre, oui, mais mais, vas-y, je tu as un pense mais, que fais-moi rêver. bah, en fait, je pense que comme Heart of Yandal et Œil d'Ophidia, je pense qu'il va y avoir des spots, des decks, des méta, Ça va être bien. où ça va être assez bien pour, entre guillemets, considérer qu'un deck qui pourrait la jouer et qui ne la joue pas est moins compétitif
est vraiment Que le de même manière deck qui la joue, significante, quoi. significative que la version qui le jouera. De la même manière qu'il y a beaucoup de spots dans lesquels Kano, qui ne joue pas Eudophidia, est juste une moins bonne liste que la liste avec Eudophidia. Là, je pense qu'il y a un risque que ça fasse pareil pour certains héros et au minimum pour certaines méta. C'est un peu Après, sauvé par je le fait vois que c'est pas. aléatoire, mais Ouais, c'est ça, parce que tu vois, Heart of Yandal et Œil de Phidia, la force de ces 2 cartes, c'est aussi leur régularité, quoi. C'est qu'elles font tout le temps la même chose. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Grandeur of Valahai est à pas grand-chose d'être, bien, en fait. par exemple, de mon point de vue, imaginons que Azalea ou Lexi deviennent parmi les top decks. Ce qui, je pense, c'est assez probable. Mmh. Cette carte-là devient une carte qui va faire entre 1 et 3 de value pour son effet, en plus de son pitch. Mmh. Si on considère que dans Assassin et dans Ranger, au moins dans certains d'entre eux, les tours peuvent fonctionner largement avec un pitch jaune, Ce qui, en vrai, est le cas. ce Enfin, qui est genre, plutôt le cas actuellement et je vois pas ça mmh. trop changer, ça signifie qu'on a une gemme qui ne nous demande pas, parce qu'elle est jaune, de devoir pitcher une autre carte, Mmh. donc paye pour l'ensemble de notre tour, et en plus de payer pour l'ensemble de notre tour, fait potentiellement entre 1 et 3 de value. Ouais. Et si on C'est la regarde raison pour comme laquelle ça, les gens ont fait: «Ah vas-y, c'est bien quand même» et mais en même temps, et tu je suis vois, assez d'accord. Quand Blood of Drakai a été spoilé, qui, pour les personnes qui ne le savent pas, est la fable de Uprising qui est tombée dans l'oubli aussi vite qu'elle est sortie. Qui vaut genre 50 balles ou Heu, 80 balles ah ouais, elle à vaut peine. rien. Enfin, pour une fable, c'est une somme, Quand mais la carte a été spoilée, enfin qu'elle a été révélée, les gens étaient en mode: «Wouah, mais c'est trop fort! C'est une carte qui fait plein de ressources, c'est incroyable, elle est rouge, machin et tout». Bah, la réalité, c'est qu'elle est pas très bien. Celle-ci, j'ai un petit peu plus confiance en elle parce qu'au moins, elle tu à peu près sûr qu'elle fait quelque chose et elle te donne plus d'une ressource. mmh. Mais en même temps, Bah, en fait, pour moi, moi, je me dis que je l'achèterais parce que c'est une fable et parce que j'ai envie d'avoir, toutes les fables. Mais je suis pas sûr de la jouer, tu vois? Genre, parce que moi, pour je moi, le me principal défaut de cette fable et heureusement qu'elle l'a, c'est qu'elle bloque pas, quoi. ah oui, non, mais ça, comme toutes les fables, oui. Mais alors, pour le coup, moi, honnêtement, je pense que selon son prix, c'est possible que je l'achète et c'est possible que je l'achète pour la jouer. Mmh. Et c'est pour ça que je dis que alors je veux pas du tout, qu'on se transforme en un podcast de spéculation ou quoi, donc je ne suis pas du tout en train de dire, à vous, très chers auditeurs, qu'il faut ou pas acheter, que ça va être fort ou pas, que ça va être cher ou pas. C'est juste nos avis et c'est en aucun cas, quelque chose de enfin, on ne détient pas du tout la vérité et je peux me tromper comme, avoir, raison et ridicule pareil. Mais en fait, ce que je disais, c'est dans le sens où, hem tu vois? Et je crois qu'on a prévu peut-être d'en parler un petit peu après, par rapport aux avant-premières, au draft à venir et tout ça. Hem, les tokens sont assez difficiles à évaluer parce qu'en dehors du Blood Rot, ils sont assez contextuels. C'est-à-dire Mmh. que le Frailty contre une classe qui ne veut pas attaquer avec, son arme ou, qui n'attaque pas, de l'arsenal, bah, ça a zéro de valeur. Alors que Frailty, par exemple, qui empêche un Katsu de faire Dag Dag pour menacer Momentum sur sa première attaque du tour, Mmh bah mh. là, le token Frailty, il a une value qui est assez grande. Et Mmh. c'est pour ça que je disais que, pour moi, si on se retrouve à un moment donné dans une méta où un certain nombre de decks, du top deck, veulent beaucoup jouer avec leur arsenal pour setup des combos ou quoi que ce soit, jouent beaucoup avec des armes ou des flèches qui, du coup, par définition, attaquent de l'arsenal. Ouais. Ça veut dire qu'on aura toujours ou presque de la value sur ce Frailty et sur cet Inertia Token, en plus d'avoir tout le temps une value sur le Blood Rot si on tombe sur le Blood Rot. Bah, Et le dans Blood ces Rot, c'est cas-là, le plus universel en vrai. C'est ce oui, qu'on a clairement, remarqué, c'est que dans c'est tous ça. les cas, peu importe ce que Dans tous joue les cas, Blood l'adversaire, Rot, il fait son taf. ça a de la value. Mais du coup, si, en fait, si l'aspect aléatoire est pas très grave parce qu'on retrouve de toute façon une value grâce à la gemme, peu importe le token, et peu importe si, enfin, la value peut être plus ou moins grande, Mmh. évidemment, mais si on a toujours une value de faire un token quel qu'il soit,
le côté aléatoire est plus vraiment dérangeant, parce que même si on préférerait évidemment choisir, on sait qu'on peut pas genre perdre totalement la loterie et tomber sur quelque chose qui est nul et qui fait rien. Et du coup, juste avoir un pitch jaune qui bah, est pas jouable, bloque pas et qui du coup est pas flexible. Mais si on a En vrai, toujours une value, quel que soit le token, je pense que la ouais. carte est forte. Bah, il y a des gens qui ont dit sur le Discord, et à raison, d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je dois en acquérir le plus possible de cette fable, c'est qu'en vrai c'est une Kraken Bobble avec une ligne de texte supplémentaire. Et du coup la question c'est surtout, si on imaginons, partons du postulat que je suis un deck qui peut jouer cette fable, partons du postulat que je m'attends à affronter beaucoup d'adversaires qui vont souffrir de l'effet des 3 jetons, des Mhm. ninjas, des rangers, ce genre de deck là. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à jouer un petit peu mieux qu'une Cracked Bubble au-dessus de n'importe quel autre jaune du jeu? Et en fait, tu vois, genre, en vrai, je pense que parce qu'il y a marqué random sur la carte, cette carte ne sera jamais strictement mieux que n'importe quel autre jaune du jeu. Et du coup, en vrai, c'est ce qui. Bah, tu vois, genre, je sais pas à quel point Je comprends j'aurais envie l'idée. de la Je jouer comprends l'idée. au-dessus d'une autre jaune. Surtout une jaune qui bloque. Parce que si on considère que c'est une carte de ressources, la force des cartes de ressources dans beaucoup des decks actuellement, c'est aussi que souvent ça va représenter une partie du corpus de cartes qui bloquent, Mm. parce qu'on a moins besoin des cartes de ressources, parce que par essence c'est celles qui retournent dans le deck. Sauf que Ouais. elle ne faisant pas ça et étant strictement une ressource, du coup se pose la question, si tu n'en... Parce que si c'est strictement une ressource, et que ça n'est pas très grave d'être strictement une ressource parce que tu comptes la jouer dans un deck qui va de toute manière assez peu bloquer, ou bloquer différemment, alors dans ces cas-là, c'est probablement un match-up où la partie va aller assez vite. Et du coup, c'est probablement un match-up où la présence ou l'absence de cette cracked bubble améliorée ne changera pas grand-chose parce qu'il est difficile, en ne jouant qu'un seul exemplaire d'une carte, de décemment l'observer, Mm. contrairement à des cartes comme Remembrance dans un match-up fatigue, où tu sais que tu vas faire le tour de ton deck et tu sais que tu vas l'avoir au moins une fois. Du coup, le fait qu'elle soit légendaire, qu'elle bloque pas et qui est marqué random, moi Ouais. j'avoue que ce sont des contre-arguments, mais... En vrai, je comprends le contre-argument. Je pense que pour moi, les facteurs qui vont être assez déterminants, c'est un, comme je disais, la value que tu peux tirer de chacun des tokens dans une méta donnée ou dans un match-up donné. Deux, est-ce que effectivement les listes Ranger et Assassin, en tout cas une partie d'entre elles, sont bien des listes qui compétitivement, pour la meilleure version d'entre elles, seront des listes qui fonctionnent avec un pitch jaune pour leur tour. Parce Ouais, que déjà, s'ils ont besoin d'un bleu, je pense que ça exclura beaucoup plus la carte. clairement. Euh, un autre élément, c'est effectivement à quel point ces decks-là auront besoin de flexibilité. Parce que c'est un point que tu as donné qui est assez important. Et effectivement, les Rangers, un de leurs problèmes, c'est leur consistance. Et Mhm. du coup, par exemple, pour Azalea, parce que je vais parler plus d'Azalea que de Lexi parce que je connais très bien Azalea et Riptide, dont on ne sait pas encore On sait comment pas il va encore. se Ouais. jouer et c'est très flou. Mais Azalea, euh, il y a, je rentre pas dans les détails parce que je l'ai déjà fait lorsqu'on a fait le guide sur le héros, mais globalement, il y a des cartes qui étaient jouées dans le deck en grande partie pour leur flexibilité. Comme à l'époque, par exemple, Sigil of Solace, parce qu'il permettait de faire plusieurs choses de manière un peu différente, même si c'était un peu sous-optimal, mais ça permettait une plus grande flexibilité qui compensait un peu le fait que bah, des fois en Ranger, on pioche des mains qui sont trop remplies d'arrows ou pas remplies d'arrows, etc. Et du coup, Mhm. effectivement, par exemple pour Azalea, euh, même si les 3 tokens peuvent être bons, peut-être que la fable ne sera quand même pas jouée à cause de ce manque de flexibilité. Mhm. Et du coup, si typiquement dans Azalea, si les listes continuent à jouer 3 Rain Razor jaunes, ou ont par exemple besoin de jouer des Remembrance ou des choses comme ça, et du coup ont un certain nombre de non-blocs dans le deck, t'as pas forcément Mhm. envie d'en ajouter. Par Ouais, contre, bien sûr. si tu considères que Rain Razor c'est une carte qui va sauter pour X ou Y raison, je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais pour X ou Y raison, bah, potentiellement c'est moins gênant d'avoir une carte qui bloque pas si tu en as moins dans le deck à côté et que de toute façon tu sais que c'est très rare que tu bloques avec toute ta main. Donc je pense que Mhm. ça va dépendre un peu de comment se stabilisent les listes, de à quel point les tokens sont pertinents ou pas. Parce que si t'en as qui sont pas pertinents, de toute façon, le côté random de la carte fracassera.
pas joué, je pense. Oui. Mais voilà, je pense que de toute façon, comme c'est random, on ne devrait pas être sur une carte qui a un power level qui, change complètement, la puissance d'un deck selon qu'elle est dedans ou Mmh. pas. Enfin voilà, on est clairement pas au niveau de Heart of Yendal, je pense, et on n'est pas non plus, je pense, au niveau de l'Œil d'Ophidia, notamment dans Cano. Donc Ouais. ça reste de toute façon raisonnable et ça devrait pas être trop problématique, même si elle s'avère être bonne et jouable. Mmh mh. Mais, en fait, on s'est dit qu'on parlerait de tout ça aussi parce qu'avec Croissant, en ce moment, on est en train de remplir un énorme document. Enfin, un énorme document, pas si gros que ça, mais on remplit un document dans lequel, on essaie de faire des mathématiques et de calculer à quel point des cartes sont vachement bien ou alors seraient vachement mauvaises, en limité surtout. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on vous parlera probablement, plus tard, je fais du teasing comme ça sur des épisodes et tout. Mais du coup, surtout, on s'est rendu compte que, pour ceux qui ont la chance de faire des avant-premières, et en vrai, ça, c'est un conseil que je donne à titre personnel à ceux qui ont la chance de faire des avant-premières. Prenez le temps de lire les cartes, de vous poser et Mmh. si les cartes vous intéressent et que vous voulez les jouer en construit, de les essayer, de faire des petits calculs, de se demander, bah, genre, par exemple, comme ce que j'ai dit pour la fable, genre si c'est une carte qu'on veut jouer dans des match-up aggro, mais qu'on en a qu'une seule dans le deck, bah du coup on va probablement pas l'avoir, ou genre pas tout le temps. Du coup est-ce que ça vaut le coup? Et regarder les cartes comme ça, en essayant de s'écarter un petit peu de ce qu'il y a strictement marqué sur la carte, essayer de la remettre dans un contexte. Parce qu'on a eu un débat avec Croissant où on n'était pas d'accord sur le fait que pitch jaune, ça valait pitch bleu, et parce qu'on discutait d'une carte, voilà, de Amplifying Arrow pour être précis. Et on arrive au moment où on essaie de déterminer, bah, dans le pire des cas, quelle est la value qu'on tire d'Amplifying Arrow. Et c'est une carte jaune qui bloque à 3. Et donc, bah, moi je dis, bah, c'est un petit peu en dessous de 3 parce que si on la pitch, bah, ça fait que 2 ressources. Si on bloque avec, ça fait 3. En moyenne, c'est un petit peu point. Et Croissant et Moms qui nous accompagnaient me disent, bah non, mais parce que c'est 3. Parce qu'en fait, une carte jaune, en vrai, dans un deck ranger, pour le moment, elle paye tout ton tour. Donc en fait, c'est comme si c'était une bleue. Et je suis en mode, oui, mais le fait est que ça ne te donne qu'une ressource de moins. Mais du coup, surtout, ça a soulevé la question de, quand on évalue des cartes, quand on les lit, quand on les observe, surtout quand on n'a pas vraiment d'expérience ou qu'on n'a pas eu l'occasion de tâter du limité, comme on aura probablement la chance de le faire dans les semaines qui viennent, c'est assez difficile de se rendre compte à quel point une carte serait bien. Mais c'est un exercice qui est très intéressant de se projeter et de se dire, bah ok, si effectivement les rangers ont pas besoin de 3 ressources, mais que 2 suffisent, bah alors est-ce qu'on considère qu'un pitch jaune, ça équivaut à un pitch bleu? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas genre quasiment strictement mieux de jouer des pitchs jaunes parce qu'elles seront toujours un petit peu mieux que les versions bleues, et que c'est ça? Et donc lisez les cartes, c'est fort de lire des cartes. Moi je le fais pas assez, du coup des fois je perds à cause de ça, mais si vous pouvez, faites-le. Je vous jure, c'est bien. C'est vrai, c'est bien. Comme dit Facts, Mickey, facts, lire c'est fort. facts, reading is, good. Non, Ah, c'est sur Magic, il y a Tolarian Community College qui dit Reading the card explains the card. Lire la ah oui, carte non, mais explique ça la carte. c'est le grand C'est un même fait. de TCG, mais Bah en ouais, fait, mais c'est vrai. ce qui est intéressant, c'est que toi, en plus, tu pas là parce que quand on a fait la première partie du set et certaines cartes, notamment les ninjas et assassins, Ouais. tu pas avec nous et du coup, il y avait beaucoup de discussions sur certaines cartes et c'est vrai qu'il y a notamment des trucs où on s'est rendu compte que, alors je vais pas donner d'exemple précis parce que comme c'est quelque chose qu'on fait avec notre groupe de train, et qu'on ne leur a pas demandé avant, je ne suis pas sûr d'avoir leur accord pour dévoiler des choses de ce document. Donc dans le doute, je ne le fais pas pour Des toi. épices Bah secrètes. non, mais Non, mais on oui, sait non, mais jamais, t'as tu vois? raison. Genre, C'est pour ça, moi, je voilà. j'ai rien dévoilé, je suis resté Oui, c'est ça. évasif. C'est genre, Donc on évalue des cartes et voilà ce qu'on en pense. parler du fait qu'on le fait et donner un peu de tips ou quoi, avec plaisir, parce que c'est quand même le but. Mais voilà et du coup, il y a des choses, sans rentrer dans les détails, où, heu, ce qui est intéressant dans le set, c'est que chaque classe a 2 héros et du Hmm. coup, il y a des cartes qui ne sont pas forcément à évaluer de la même manière, En fonction du héros qu'on a selon les choisi. héros et Ouais. typiquement, un exemple qui est assez évident,
c'est que Benji et Katsu n'ont pas forcément tout le temps envie de la même carte dans la même couleur. Mais ça Si c'est un vous truc que voyez ce que j'avais je veux dire. ça c'est un truc que j'avais Et perçu quand ils avaient annoncé les héros du limité. J'étais ouais, en mode: «Mais en vrai c'est du génie» parce que Katsu mm, il veut quasiment que des rouges, mais en fait Benji il adore les jaunes parce qu'elles ont des chiffres à la con, genre 2 et du coup, bah, elles sont imbloquables et ouais, c'est c'est trop clair. bien et je suis en mode: «Mais en fait c'est trop cool» parce que du coup ça en fait surtout, ça provoquera pas ce sentiment frustrant qu'on pouvait avoir sur des formats comme Uprising par exemple, où, tu veux jouer Dromai, tu n'as que des jaunes et des bleus, Ouais, ton dommage. deck est nul. Mm. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Là l'intérêt Et c'est tu veux jouer ninja, tu n'as que des jaunes et des bleus, Benji te tend les bras. Voilà. ouais, et effectivement, on a vu qu'il y a des cartes en jaune et bleu qui sont très très bonnes pour Benji, a priori. Enfin, Mmh. encore une fois, hein, c'est de la théorie parce qu'on n'a pas encore testé et Oui, tout. bien sûr. Euh, mais c'est vrai que du coup, ça revient sur ce que disait Pinipiu de regarder dans le contexte. Et c'est vrai que le niveau zéro pour regarder les cartes, et en général, ça vous donne quand même l'info de si la carte est bonne, c'est regarder les maths de la carte en fonction du nombre de cartes qu'on va utiliser pour jouer la carte ou de combien elle bloque, etc. Et après, en fait, il y a deux éléments qui, une fois qu'on a lu les chiffres sur la carte et ou l'effet de la carte, sont importants, je pense. C'est un, la flexibilité. Mmh mh. Surtout quand on a un deck qui est plutôt mid-range ou contrôle, comme moi, ce que je joue beaucoup, et où cette flexibilité Ouais, elle a une a, importance a- parce a qu'elle une est grande sollicitée, importance, bien sûr. parce qu'effectivement, elle est sollicitée, contrairement à Faille, par exemple, où on s'en fout d'avoir des jaunes ou des bleus qui font des ressources, parce que, en fait, C'est genre, notre tour, l'efficience qui c'est 0 est pour 3 go again, 0 pour 3 go again. Et donc, on veut un maximum de cartes qui font bien le job quand on les joue, parce qu'on va très peu utiliser nos cartes autrement. mmh mh. Et le troisième point qui est important et qu'on vous invite du coup à regarder de votre côté lorsque vous évaluez vos cartes, mais que ce soit pour les pré-release ou pour le draft après, ou même pour le CC de manière plus générale, Mmh mh. c'est le contexte. Parce que par exemple, une carte qui coûte 1 en ninja, il faut considérer que si vous la jouez, ça vous utilise deux cartes. Cette carte-là est la carte avec laquelle vous pitchez. Mais par exemple, si vous pitchez bleu, potentiellement, il y a deux Kodashi qui viennent avant cette carte-là. Mmh. Et du coup, au Du coup, en lieu vrai, ça va d'être pas une 1 tant pour coûter une 4, carte que ça. c'est Ouais, ça. je suis Au d'accord. lieu d'être une 1 pour 4 qui, du coup, a une valeur de 2 par carte si vous la jouez en pitchant une carte, maintenant, vous êtes à 3 de valeur par carte parce que vous avez mis deux coups de Kodashi avant. Et du coup, Mmh vous mh. avez utilisé deux cartes pour présenter 6. Avec en plus potentiellement des breakpoints ou des on-hit ou des choses comme ça. Et voir les choses dans ce contexte-là, c'est important aussi parce qu'il y a des cartes qui, en contexte, sont très bonnes, alors que les Mmh. chiffres sur la carte n'ont pas l'air très bons. Et inversement, il y a des cartes qui ont des chiffres qui ont l'air très bons. Et en fait, on se rend compte que en contexte, bah, C'est pas aussi bien qu'on l'imaginait. Ouais, je suis ça d'accord. va quasiment jamais arriver d'avoir la situation jackpot et champagne de la carte où ces maths sont très bons. Et Et tu si vois, la situation arrive, c'est super, mais elle va je rarement arriver, d'où le je problème de cherche flexibilité. je cherche une carte comme ça qu'on aurait, genre, surévaluée du coup sur, Pricing, parce que c'est le dernier format de limité auquel je pense et où genre, en fait, on s'est rendu compte que dans la réalité, c'est pas exceptionnel. Genre moi, je pense à Breaking Point, par exemple. Genre, c'est une carte qui avait beaucoup Ouais. fait parler d'elle, on était tous en mode: «Waouh, c'est super fort et tout». La réalité, c'est que c'était souvent un 1 pour 5 avant d'être autre chose, Mmh. et que c'était OK, Et mais qu'on pitchait pas pas forcément exceptionnel. beaucoup, du coup, c'était pas forcément super Ouais, c'est intéressant. ça. Du coup, Heu, je pense que alors c'est une Majestic, donc c'est un peu plus rare, mais je pense que Uprising, la ouais, carte oui, qui c'est s'appelle vrai. Uprising, Après moi je l'avais eu en limité, ça faisait le taf, hein. ouais, mais ça fait le taf, si tu as la tempo, si tu arrives à jouer, enfin, tu vois, c'est une Bien 0 pour sûr. 4 si tu Oui, fais oui. 4 attaques. Oui, bien sûr, bien sûr. Sinon c'est Sinon une c'est 0 une pour 0 3 c'est ou une 0 souvent une pour zéro 2. pour 2 ou une zéro pour 3 qu'une zéro Et pour du coup, 4. Ouais, je voilà, suis donc d'accord. mais effectivement, c'est intéressant de considérer les cartes, pas uniquement, dans ce qu'il y a écrit dessus, mais de manière un peu plus, globale, et en se disant: «OK, cette carte-là, qu'est-ce que mon héros a envie de faire? Quels sont les play patterns de mon héros?» heu et comment du coup, cette carte-là s'inscrit dans ces patterns-là, ou pas d'ailleurs, et si elle s'inscrit dans ces patterns-là, à quel point je peux la rentabiliser? Et des fois, on se rend compte qu'il y a Et des en cartes vrai qui, sur le papier, ont l'air moins bonnes, et en fait, elles sont, très, très bonnes parce que, et en vrai, elles s'inscrivent très, très bien dans un pattern.
Ouais, si je devais donner un exemple, par exemple, ce serait de se dire que, si vous jouez Azalea avec Death Dealer, par exemple, pitcher une jaune que vous utilisez pour recharger, et mettre une flèche dans votre arsenal, piocher une carte et utiliser l'autre ressource pour tirer votre flèche, bah, c'est un pattern de jeu qui est pertinent. Vous avez probablement joué un boost à 0 avant, enfin, c'est très bien. Riptide, par exemple, c'est peut-être un héros qui a moins besoin de ce pitch jaune parce que jouer une carte de sa main suffira à reload une flèche qui pourra tirer pour 0. Et du coup, on se dit, est-ce que la ressource qu'on va utiliser va servir uniquement à la révéler pour mettre un aim counter? Mais dans ce cas-là, est-ce que la flèche qu'on va tirer avec un aim counter est vraiment si bien que ça? Genre, est-ce que ça vaut vraiment d'avoir pitché une carte? Et du coup, si on se dit que ça vaut le coup, est-ce que les boosts qui coûtent des ressources deviennent pas beaucoup mieux? Par exemple, tu sais, j'y pense là en en parlant, putain, Mhm. les neurones se connectent, incroyable. Est-ce que dans Riptide, comme to Fight, qui du coup est réimprimé dans, dans Outsiders, devient pas super cool? Parce que comme to Fight, ça coûte deux ressources. Tu fais Ça pitch coûte bleu, une. ça coûte une ressource. Ah, c'est Dans encore tout mieux. fight. Bah oui. Ça fait pitch bleu, comme to fight, recharge une flèche, autre ressource pour la révéler mais un aim, autre ressource pour jouer ta flèche. Incroyable. Alors, Value. ouais, non, mais effectivement, c'est ce genre de choses dont on parle quand on dit regardez le contexte de la carte. Parce que comme To Fight, on se dit oh, mais c'est un buff qui donne +3, mais qui coûte 1, c'est beaucoup plus nul que n'importe quoi d'autre. Sauf que c'est aussi une carte qui bloque à 3, ce qui est rare Ouais, pour et les cartes qui buffent. Ça ça se cale buff, bien dans les patterns. ça buff la prochaine attaque action, ce qui signifie Donc tout. que, contrairement à d'autres buffs, ce n'est pas que les arrows. Et en limité, Ouais. en jouant Ranger, vous n'allez pas avoir que des arrows. Mhm. Et le troisième élément, c'est qu'effectivement, si vous avez beaucoup d'arrows qui coûtent 1, ça va rentrer dans vos patterns de jeu. Alors, Ouais. le point qui est important à noter quand même, parce que quand on en a parlé hier, quand on faisait notre tableur, et là, dans ce que tu viens de redire, je viens de vérifier, parce que ça m'a mis le doute, Death Dealer Mhm. n'existe pas dans Outsiders. Ouais, Voilà. après, Donc si on l'exemple joue que à j'ai Zalea, on utilisé, joue avec Barbet Castaway. Voilà. ouais, ok. Bon, Ce l'exemple qui, que j'ai utilisé fonctionne pas très bien, mais vous avez l'idée, quoi. mais ce Vas-y, je qui, me du coup, rappelle. moi, T'imagines Death me Dealer en fait. limité? Au secours. Bah, c'était le cas dans Arcane Rising, mais ce qui, moi, me fait dire, du coup, C'est vrai. que. Enfin, j'ai d'autres conclusions un peu sur certaines choses du set. Mais. Ouais. Mais on réserve ces épices pour Pour plus tard. un autre moment. Et du coup, Effectivement. en vrai, si tu n'as rien à rajouter, je te propose qu'on passe bah, à mon deck, du coup. Enfin, Et bah oui. Vas-y, vas-y. oui, en avant. Bon, du coup, cette Allez, semaine, la régie. est-ce que la régie est prête pour montrer notre deck? Ouais, ah, Miaou. c'est vraiment le meilleur. Du coup, cette semaine, comme la semaine dernière et comme la semaine d'avant, et comme peut-être la semaine encore d'avant, je sais plus, j'ai upgrade les decks Blitz préconstruits que vous pouvez trouver actuellement en magasin, avec une première version qui contient le moins possible de cartes chères, avec seulement quelques cartes précises qui valent un petit peu d'argent, qui seraient du coup les premières cartes que je vous inviterai à acquérir, et ensuite une liste de cartes que je vous inviterai à acquérir sur le long terme si le feeling du héros vous a plu. Du coup, Dorinthea, bah, rapidement, le principe du héros, c'est d'attaquer deux fois avec son épée. Donc elle a besoin de rassembler plusieurs choses. La première chose est Go Again sur son attaque d'arme. La seconde est toucher son adversaire pour avoir l'occasion d'attaquer une deuxième fois avec son épée. Du coup, ça requiert des non-attack action cards qui vont vous donner Go Again généralement, et des attaques réactions qui vont vous permettre de faire des dégâts à votre adversaire lorsqu'il a la mauvaise idée de bloquer. Comme malheureusement les meilleurs Go Again de Dorinthea sont des cartes qui sont souvent des Majestics, comme Glyn the Quicksilver ou Spoils of War, j'ai ajusté un petit peu la liste pour en plus utiliser un casque que je trouve assez marrant, qui s'appelle Helm of Sharp Eye, qui permet une fois par partie de payer une ressource pour bannir la carte du dessus de son deck, et si c'est une attaque réaction, la révéler et pouvoir la jouer sur l'attaque en cours. Du coup, on a un deck d'Orinthea qui a plus d'attaque réaction que la moyenne, et qui va
moins souvent faire plusieurs attaques qu'il ne va en faire qu'une seule qu'il va bien bien booster. C'est pour ça du coup que vous avez tous les Out for Blood, que l'essentiel des bleus sont des attaques-réactions, là où parfois les bleus chez Dorinthea sont plus utilitaires. C'est pour ça que vous avez des Razor Reflex, des Trusts qui sont rarement joués, etc. etc. C'est une version qui est, à mon avis, vraiment pas optimale, dans le sens où elle a vraiment besoin de ces Majestics, je me suis rendu compte, Dorinthea, pour être pertinente. Enfin, suffisamment pertinente pour que ça vaille le coup de jouer Dorinthea au-dessus de Kassai, par exemple, qui a beaucoup plus facilement accès à des petits Goegen avec ses sabres. Mais du coup, comme pour les éditions précédentes de cette chronique, s'il y a une légendaire à acheter, je vous invite à acheter des Brave Forge Brassers, parce que c'est pas cher, et que ce sera toujours bien avec Dorinthea. Voilà. Et la seule Majestic que j'ai inclus dans le deck, alors que d'habitude j'en mets pas, c'est Nourishing Emptiness, parce que pour moi c'est l'épice ultime du deck, et c'est une raison pour laquelle j'adore jouer Dorinthea. C'est parce que tu tapes comme un bourrin avec ton épée pendant toute la partie, et à un moment tu fais ah ah 6 Dominate. Voilà. Sur ce, messire à la régie, vous pouvez passer sur les cartes que je vous invite à acquérir si vous souhaitez améliorer le jeu. Alors, comme d'habitude, j'ai mis Crown of Providence dans les cartes à acheter. Je me rends compte que peu importe le deck, en fait, Crown of Providence, ça rentre tout le temps. Donc, bah, je ne répéterai pas l'éternel Laïus sur Crown of T'inquiète, t'inquiète. Providence, mais Quand on va faire vous cadeau, on avez va compris. montrer que ça rentre pas. C'est Quand on vrai, va jouer. c'est vrai. Ouais, non, c'est tout en fait. Non, quand on va montrer des C'est rangers. Quand vrai, c'est Post-Outsiders, vrai, on je va comprends. faire Quand ceux tu auras des rangers, d'Azalea et qu'on va faire ceux des ninjas, on va montrer que. c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, dans la première Majestic que je vous invite à acquérir, qui vraiment, elle sera toujours bien, c'est Glyn the Quicksilver. C'est, à mon avis, la Une bonne Majestic carte. la plus stylée du deck. Déjà parce que la carte est jolie. Deuxièmement parce que son effet est très fort, puisqu'il va vous permettre de donner Go Again à votre attaque d'armes en réaction. Et en plus, vous piochez une carte, et en plus, c'est une bleue, et en plus, c'est bloc 3. Enfin, genre, elle a plein d'avantages. Ensuite, il faut acheter Steelblade Supremacy et Spoils of War. Steelblade Supremacy, ça coûte pas grand chose. Je crois que Spoils of War, ça a bien baissé avec la réimpression, mais dans mes souvenirs, j'ai toujours l'impression que c'est une carte très chère pour ce que c'est, Spoils of War. Mais ce sont d'excellentes non-attaques qui vont rendre vos tours beaucoup plus efficaces. Et ensuite, j'ai intégré d'excellentes Majestic, une Twinning Blade par exemple. Il y en a déjà une dans le deck, mais en avoir une deuxième, c'est toujours bien. Iron Song Pride, qui est une nouvelle carte, qui est très 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 bien pour cette version de Dorinthea. Courage of Blade Hold aussi, qui est le torse iconique des Warriors, qui peut largement remplacer une tunique, puisque vous pouvez aussi jouer la tunique avec Dorinthea, mais Dieu que c'est cher une tunique, comme Chrono of Providence d'ailleurs. Mais Courage of Blade Hold, ça fait très bien le café. Comme ça m'amuse, en sideboard, j'ai mis une Crown of Dominion et Cashin, parce que je suis sûr qu'il y a des trucs un peu amusants à faire avec ça. Et si vous avez 50 euros qui traînent, ou 75 si vous voulez jouer en construit, bah, je vous invite à acquérir un brelan de Glistening Steelblade, qui, si vous jouez Dorinthea et que vous lisez la carte, vous faites ah ouais, c'est fort quand même. Voilà. Donc, en priorité, par ordre de priorité, considérez que ça arrive après Glint, après Steelblade Supremacy, après Spoils of War, après Iron Song et après Courage of Blade Hold. Genre vraiment, votre deck fonctionnera, sera pertinent sans Glistening Steelblade, mais sera meilleur si vous l'avez. Voilà. Et puis je vous ai ajouté dans cette liste quelques bonnes cartes génériques et autres petites cartes un petit peu plus rares, mais que je n'ai pas inclus dans mon autre liste. Voilà. Ça a l'air pas mal. Alors moi, je retiens juste Ouais. que tu mens au public puisque tu leur dis que Quoi? la seule M que tu as mis, c'était je sais plus quoi sur le truc Non, c'est d'avant. vrai que j'ai mis une twinning. Je m'en suis rendu compte en le Et tu as disant. mis Tuning, voilà. Et en plus, C'est pour vrai, les gens mais qui jouent avec History Pack, les Singing Steelblade, l'Iron Song Détermination ainsi que le Root sont des Majestic.
Alors C'est des oui, super, mais c'est une mais rareté qui n'existe en plus. en vrai, c'est des cartes qui, existant en C'est des super, Majestic ont à un tellement de euro ou supply moins. Je suis d'accord. qu'elles seront moins chères en super qu'en Majestic. Je Et en suis vrai, d'accord. j'ai mis Cranial Crush, il me semble, dans le C'est vrai. Bravo aussi, donc Non, bon. c'est juste pour t'embêter parce que tu m'as fait chier les deux C'est premières vrai. minutes Non, du mais pod. c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Mais Mais d'ailleurs, tu vois, moi j'ai fini ma chronique, du coup on va embrayer sur la tienne. ouais, c'est parti. Ah bah non, du coup. Ouais, on va en parler juste après. Attends, je continue à. Non, Vas-y, vas-y, tac mon je pense que. deck. Non, Fais non, en plaisir. vrai, je pense que t'as un peu tout dit, effectivement. Dorinthea, c'est pas un deck qui coûte très cher, pour le coup. Mm, C'est pas un deck qui est vraiment dépendant, contrairement à d'autres, et qui prend un gros power spike avec des légendaires en équipement. c'est Donc, ça en vrai. fait, de ce point de vue-là, C'est un une deck question de consistance relativement pour budget. les Par légendaires, contre, pour Dory. par contre, là où effectivement on sent que la liste va vraiment prendre un gros plus, c'est, comme tu disais, avec l'achat des Majestic qui donnent Go Ah Again. ouais. Glint Parce et que Spoils, pouah, ça change tout. le deck est beaucoup moins menaçant tant qu'il ne l'a pas. La Ouais. seule petite nuance que je pourrais ajouter à ton deck, et tu me diras ce que tu en penses et si tu es Mhm. d'accord, c'est peut-être d'ajouter en, comment dire, en jaune et en bleu, pour les gens qui n'ont pas encore les Majestic, qui n'ont pas encore l'investissement à mettre, etc., des Warriors Valor. Euh, Ouais, ouais, j'y parce pensais. Je pense que que les Slice and Dice vont sauter au profit de Warriors Valor. Je mettrai la parce liste à que jour de voilà, toute manière. parce que Warriors Valor, c'est pas une carte qui est excellentissime pour Dory, parce que le Go Again n'est là que si on a Et, hit, mais en même temps, on ne peut et pas elle remplace. réattaquer si on n'a pas hit. Ouais. Donc en vrai, ça En reste vrai, ok, elle surtout remplacera quand on n'a pas d'autre un chose. peu. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, je ferai le changement. De toute Tu manière, vous vois, aurez les deux listes dans la description de la vidéo. Et voilà. typiquement, je pense que d'une manière budget et voilà, tant qu'on n'a pas d'attaque ou de choses à mettre derrière, et que donc on ne profitera pas du Go Again, Warriors Valor Jaune, c'est quasiment comme Spoils of War, Ouais, ouais, tu non, vois. mais t'as raison. T'as raison, Donc t'as je raison. pense que ça peut être pertinent de mettre les jaunes et les bleus pour les gens qui sont vraiment très très budget au départ. Voire même par Et ça exemple à la marchera place très de bien. Nourishing Emptiness et de Twinning Blade qui restent des Hmm. Majestic qui peuvent être un petit peu Ouais, dans je les 3, corrigerai. 4, 5 euros. Donc voilà. Mais T'inquiète, sinon, je effectivement, corrigerai. le but va plutôt être Après, d'aller tall, Nourishing, de faire une grosse Dumbblade et boum, on envoie. Et... Nourishing, je l'ai inclus parce que elle a été réimprimée dans History Pack 2. Et du coup, il va y en avoir de plus en plus. Puisque j'espère que les gens vont ouvrir du History Pack 2 et que Ouais, c'est ce le que prix de j'allais la carte dire. va un petit peu baisser. C'est ce que j'allais dire. C'est Mais, que je suis d'accord en théorie, mais comme on l'a vu pour le moment, il y a très peu d'ouverture d'HP2. Et donc il y a très peu de cartes à mhm. l'unité du set. Et je regardais par exemple, et en fait, les légendaires d'HP2 Sont sont plus chers plus que chers les. Oui, oui, que je les sais. versions Rainbow, voire Ce même qui que les me, versions Cold Foil à certains ce moments, qui quoi. me fait vriller, personnellement, parce que ça n'a aucun sens pour moi qu'une réimpression d'une carte coûte plus cher que l'édition originale. Sauf si la réimpression a de bonnes raisons d'être plus chère que l'édition Euh, originale. D'un côté, je suis Mais d'accord, et c'est déjà un truc qui m'avait fait vriller ouais, quand les versions Unlimited des légendaires de Tales of Aria valaient plus ouais. cher que les versions Cold Foil. Je suis en mode, ah ouais, En il faut ouvrir vrai, des boîtes s'il vous plaît là, ouvrez des je boîtes. comprends, mais je pense qu'il y a un truc qu'on oublie un peu avec History Pack et les sets d'extension avant, c'est que Mais History c'est Pack sur a le les long mêmes terme ratios de que. légendaires. Hmm. Genre, t'as le Mais il y même en a nombre plein. de légendaires en booster, mais il y en a plus. Mais il y Donc, en a plein. Ouais. techniquement, dans History Pack, un Après, Rampart, par exemple, est t'as plus plus de boosters. rare qu'un Rampart sur Tiles, tu vois. Je crois que t'as plus de boosters History Pack dans une boîte. Genre, t'as autant de boosters Oui, que dans une boîte de booster draft. alors t'as 36 contre 24 Ouais. en termes de nombre de boosters, mais c'est, par exemple, tu vois, si tu as une légendaire tous les 90 boosters, je crois que les stats, c'est à peu près ça. Certes, il te faudra que 3 displays d'History Pack, techniquement, là où il te faudra plutôt 4 displays de autre chose, de Uprising, par exemple, ou de Hmm. Tales of Aria. Mais sur History Pack, tu as plus de légendaires. Donc, en Bah, fait, la légendaire que le tu vas toucher, légendaire.
Ce sera moins Et les souvent celle que tu veux. ouais, les légendaires, c'est une tous les 60 boosters. Sur les story packs ou de manière générale? Sur les Story Pack 2, je suis sur le Collector Ah! Center du coup, OK, bah, du coup, il y en a peut-être plus que non, mais d'habitude. ça drop bien, hein, en vrai. OK, bah, du coup, mon argument est moins valable. Mais voilà, c'était juste un truc qu'il fallait Oui, qui c'est je tu as pense raison. est important à garder en tête quand même, Tu que as raison. même si c'est de la réimpression, en fait, les légendaires sont pas beaucoup plus, présentes et pas beaucoup plus faciles à trouver et il y en a genre 2 à 3 fois plus, Mmh. ouais, facile 3 fois plus quasiment et du coup, en Mais tu fait, vois bah, mais tu vois, le truc, c'est que la sur légendaire HP1, par spécifique est exemple, sur HP1, c'est le même raisonnement, même cas, tu vois? Puisque c'est pareil, plein de légendaires mmh. différentes, à peu près un drop rate similaire et pourtant, les légendaires de HP1 ont baissé en prix sur le long terme. Donc je Ouais, pense que c'est juste, les mais parce gens ont qu'il y a besoin eu d'avoir de bonnes beaucoup raisons d'ouvertures. d'ouvrir du HP2. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que Ouais, mais HP1, il y a eu pour le le moment, cumul de HP2 beaucoup d'ouvertures. HP2, pour le moment, HP2, c'est les pas le cas. gens, ils veulent pas encore en ouvrir parce qu'il y a pas vraiment de raison, mais sur le long terme, ça viendra et dans ce cas-là, les cartes baisseront, petit à petit. Bah, effectivement, Mais si, Everfest et tout ça se retrouvent à être out of print et que HP2 est toujours là, les ce qui est déjà nouveaux le cas, hein. joueurs ou les joueurs qui changent de deck ou tout ça, Mmh. bah, Je crois que c'est déjà c le cas. Everfest est déjà, il me semble, out of print. non, je Bah, suis quasi si, je sûr crois que non. qu'ils ont bah, ils ont arrêté d'en imprimer. Du Ah, first, c'est fixe. ouais, Everfest, c'est fixe, donc en fait, genre, on sait qu'il y en aura pas plus de Everfest. oui, oui, OK, oui, vu comme ça, oui. Après, Mais Aria et c'est out Monarch Unlim, Monarch, Monarch je crois Unlim, qu'ils je ont crois que c'est arrêté out of tout. print. Tales of Attends, Aria, je suis pas sûr. Mais par attends, contre, je vais vérifier. ce qui est sûr, c'est que même si c'est out of print, on en trouve encore relativement facilement sur Two Tales et Everfest dans les magasins. Alors, attends, Aria Aria Unlim, c'est out of print, OK. heu et Monarch aussi, du coup. Je Oui, crois Monarch quand aussi. ils ont annoncé HP, en fait, ils ont clos les OK. ils ont mis out of Après print dans la foulée, en fait. Après, on sait pas combien il y en a qui a été imprimé, genre, ouais. Non, mais sur le long terme, c'est sûr que, History Pack 2 sera ouvert pour les nouveaux joueurs, pour mmh, les joueurs dans leur langue, pour, plein de raisons. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas, donc les cartes sont encore à raison entre guillemets «assez haute». Mais, ouais. Sur ce délicat point spéculation, qu'on avait dit qu'on éviterait, ou enfin, on s'en fout, enfin, faites ce que vous voulez. Heu, Mon cher Croissant, j'ai cru entendre que, cette semaine, tu n'aurais pas de point règle à nous proposer. Mais c'est pas grave, oui, parce que, alors comme tu nous disais et je vais te alors laisser la voilà, parole puisque juste, c'est mieux quand c'est toi qui le dis. juste pour donner une toute petite explication, je m'excuse, il y a pas de point règle. En fait, actuellement, comme je joue moins, que je n'arbitre pas parce qu'il y a pas de tournoi, j'ai beaucoup moins de situations que moi je vis en tant qu'arbitre ou en tant que joueur. Du coup, j'ai moins d'inspiration. Je sais qu'il y a des gens de temps en temps qui nous envoient des choses, mais n'hésitez pas à continuer à le faire pour me donner des idées. C'est très gentil quand vous le faites. Et en fait, le truc, c'est que là, bah, j'ai quelques idées, mais qui sont notamment des choses avec Outsiders. Et pour Mmh, un des raisons de spoiler et 2 des raisons de confirmer, mon ruling avec, les release notes ou ce genre de choses, ce que j'ai pas encore, eu l'occasion de faire, mmh, je ne le fais pas. Mais attendez-vous à ce que, d'ici la prochaine semaine ou celle d'après, probablement la prochaine, heu, je revienne, avec des points règles, il y aura les plutôt release notes qui seront passées par là, donc, voilà et que ce soit probablement beaucoup sur Outsiders au départ, sur, des interactions mmh, dans les nouveaux héros et cetera. Mais voilà, là, c'est vrai que, les quelques rares idées que j'avais sont des choses où je suis pas 100 sûr parce que j'ai pas les release notes ou, enfin et qui en plus, en fait, sont des choses, qui auraient spoilé et comme, ça fait débat, en ce moment sur le Discord un petit peu et tout, nous, on n'a pas forcément envie de faire, un contenu qui spoil, les gens qui n'ont pas envie de l'être. Du mmh, coup, voilà, c'est d'où vrai. l'absence de ma chronique, cette semaine, mais Mais ça c'est pas revient. grave Ne vous inquiétez pas. et bah, sur ce, je crois, Croissant, qu'on peut dire au revoir à nos auditeurs. Merci de nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Heu, on prépare moult choses avec Outsiders et plein d'autres trucs qui vont arriver. Vas-y. Pardon, j'ai juste un truc, mais peut-être que d'ici là, j'aurais envoyé un message, mais si je n'y pense pas, est-ce que alors c'est quoi le nom de la personne qui avait commenté sur notre dernière vidéo? C'est une excellente question. Je crois qu'il y a Mais elle se Binot sur reconnaîtra. ce pseudo.
Mais Ah, la personne c'est pas Salt qui a Peanut? Braillard en si, je crois que c'est ça le Peanut, un truc comme ça, et qui a Braillard en Il faut nous envoyer un message. profil sur YouTube, voilà, envoyez-nous un message, parce que, du coup, bah, cette personne, est, l'heureux ou l'heureuse gagnant du Spider's Might Cold Foil dont j'ai parlé il y a 2 épisodes, je crois. Ouais, 1 ou il me 2 semble. épisodes, heu Ouais, 2 épisodes pour être précis. et voilà et du coup, bah, pour que je sache, qui tu es et qu'on puisse, soit te l'envoyer, soit te la donner en main propre, si tu es, Mmh en mh. région parisienne, la petite Spider's Bite, Cold Foil. Voilà! Oui et sur ce, Super. bah, on vous souhaite, de bonnes avant-premières pour ceux qui ont, la chance d'en faire. Une bonne découverte, du set, pour ceux qui vont, ouvrir des boosters et tout et bah, on vous dit à la semaine prochaine. Et go Azalea. Ouais, go Azalea.